Coronavirus, 104 nouveaux cas. Madagascar compte ses morts. 3 autres décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier, a rapporté le professeur Antavloultine, ce qui porte à 62 le nombre des personnes qui ont succombé à cette maladie. Ces personnes décédées ont suivi des traitements à l'hôpital Befelatan. Par ailleurs, 104 nouveaux cas ont été comptabilisés, dont 71 localisés à Nalamak et 33 à Madzang dans la région Bouïnd. Ces nouveaux cas portent à 7153 le nombre de personnes qui ont été infectées par le coronavirus. 3303 malades sont en cours de traitement. Avec les 290 cas de guérison d'hier, le nombre de personnes guéries est de 3788. Dans son intervention d'aujourd'hui, le général Elakolivier Andjiakaz, coordonnateur national du CCO d'Ivat, a indiqué que la quatorzaine des 213 passagers qui ont été rapatriés par Ethiopian Airlines le 6 juillet dernier arrive aujourd'hui à son terme. Aucun d'entre eux n'est porteur du virus. La délivrance de leur certificat de fin de confinement a débuté ce matin. Le CCO déploie des moyens matériels pour faciliter le retour de ces passagers auprès de leurs familles. À noter que 157 d'entre eux résident à Nalamak et 53 domiciliés en province. CSB2, prise en charge des malades de la Covid-19. Les CSB2 commencent progressivement à recevoir les patients qui ont contracté le coronavirus. Les CSB2 sont désormais habilités à dispenser les soins nécessaires aux malades. Cependant, le directeur régional de la santé publique à Nalamak, le docteur Ridza Rabé-Malanzar, a tenu à apporter quelques précisions à l'issue d'un bref entretien au centre médical Covid-19 à Ndouatapenak. Ainsi, étant donné que l'état d'urgence sanitaire est actuellement en vigueur au pays, seuls les médicaments pour le traitement de la Covid-19 sont gratuits au niveau des CSB, a-t-il souligné. Les médicaments pour le traitement d'autres maladies sont en revanche payants, comme ce fut toujours le cas. Le docteur Ridza Rabé-Malanzar exhorte en outre tous ceux qui présentent les symptômes de la Covid-19 à se faire dépister et à suivre les traitements conséquents si éventuellement ils sont déclarés positifs. La région Nalamak reste l'épicentre de l'épidémie dans la grande île, avec 5562 cas enregistrés depuis le 22 mars 2020, selon les chiffres publiés par le CCO. Confinement, fermeture temporaire de 90% des grands hôtels. Avec les mesures de confinement et surtout la fermeture des frontières, le coronavirus est un coup dur pour le secteur du tourisme. La situation est dramatique pour les professionnels de l'hôtellerie. Plus de 90% des grands hôtels de la capitale ont fermé leurs portes temporairement. Écoutons les explications d'Éric Kohler, opérateur touristique et dirigeant d'un hôtel 4 étoiles en Tananagif. En ce moment de confinement, donc depuis le mois de mars, certains hôteliers ont même fermé la porte, d'autres sont restés un peu ouverts pendant 2-3 mois. Et je pense que depuis le dernier confinement, là, depuis 10 jours, beaucoup d'hôteliers sont fermés à 95, voire 100%. Surtout les grands hôtels de Tananarive. Nous-mêmes, le Colbert, on est complètement fermé. Surtout aussi pour préserver les employés, pour qu'ils restent chez eux, pour éviter d'attraper le corona. Donc c'est vraiment des mesures aussi sociales qu'on fait pour les employés. Et dès qu'on pourra, si ça repart, on va ouvrir petit à petit, comme peut-être la pâtisserie, doucement. Et puis, mais nos chambres sont fermées depuis le 25 mars, on n'a plus de chambres fermées. Comme pour nous, comme je pense pour mes collègues de Novotel, de Carlton, de Urban, je sais que l'Ibis est un peu ouvert, mais c'est tout. Tous les autres sont fermés, on est tous fermés. Donc c'est vrai que c'est catastrophique. Catastrophique pour le secteur hôtellerie, restauration toujours maintenant. Pendant les 2-3 mois, la restauration a pu travailler un peu avec les plats emportés, le service du midi. Mais depuis le dernier confinement, donc c'est comme au début. Donc là, c'est interdiction, donc c'est catastrophique pour le secteur hôtellerie, restauration. En province, on va dire que je pense que c'est pire. Parce qu'en province, il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat aussi. Donc là, c'est pire. Beaucoup d'hôteliers là-bas ont fermé, attendent. Et comme je disais, beaucoup d'hôteliers, je pense, étrangers vont peut-être partir, même profiter aussi des vacances pour aller voir leur famille à l'extérieur. Donc ils vont laisser les hôtels avec le service sécurité ou entretien comme nous on fait. Et je pense que beaucoup commencent déjà à vouloir partir.
et revenir dès que ça sera possible, ça je ne sais pas, en octobre, en novembre, en fin septembre. Donc ça veut dire que le secteur du tourisme va vraiment souffrir cette haute saison. Elle sera, bien sûr, quasiment, je dirais, en perte totale pour Madagascar, malheureusement. Après, il faut voir aussi, comme je disais, pour nous, les hôteliers de Tana, on travaille sur plus de 60% de clientèle business à faire, tous. Donc ça, il faut voir comment va réagir cette clientèle. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont faire plus de télétravail en DAF? Et ils vont dire, nous, on reste chez nous, on va travailler par ordinateur, visioconférence, et on ne va pas venir parce qu'on a peur. Ça peut être un problème qu'on est en train de voir. Et puis, sincèrement, je pense que le secteur du tourisme propre, tourisme, comme je disais tout à l'heure, nous avons un pays magnifique, un des plus beaux au monde, avec des choses uniques au monde. C'est ça, comme j'ai toujours dit à l'époque, il faut préserver l'environnement, il faut préserver le pays, un peuple fabuleux. Donc je pense que le secteur vraiment balnéaire, côtier, tourisme sportif, tout ce qu'on parle d'animaux écotouristique, tout ça, je pense ça peut repartir. Ça repartira, je pense, plus vite, je pense personnellement que nous. Nous qui sommes ici à Tana, et je pense avec une clientèle vraiment affaires. Si cette clientèle affaires change sa façon de voyager, je pense qu'on va souffrir. Envoi illégal de travailleuses au Koweït, un couple appréhendé. Un couple accusé d'avoir organisé l'envoi illégal d'employés malgaches au Koweït a été appréhendé par la police nationale mercredi dernier. Cette arrestation a été rendue possible grâce aux témoignages des femmes qui ont été rapatriées le 8 juin dernier. Ces dernières ont indiqué qu'elles ont été aidées pour les différentes démarches administratives pour se rendre au Koweït. Les investigations menées par la police auprès de ces femmes ont permis de remonter jusqu'à ce couple. La police a ainsi procédé à leur arrestation. L'analyse des données de leur portable a permis de mettre à jour le trafic des messages concernant l'envoi de ces femmes et la confirmation du travail qui les attendait dans les familles koweïtiennes, ainsi que tous les détails des tractations ont été découverts. Les derniers échanges datent de juin dernier. Lors des interrogatoires, le couple a avoué réclamer à chacune de ces femmes 1 600 000 ariars. Cette somme d'argent aurait servi à fournir les papiers administratifs nécessaires au voyage. Le couple perçoit ensuite 500 à 600 dollars pour chaque femme placée dans des familles. Le couple de trafiquants a été déféré au parquet en fin de semaine. À noter qu'actuellement, l'envoi de femmes pour aller travailler dans les pays arabes comme le Koweït, le Liban ou l'Arabie saoudite est formellement interdit car ces pays n'ont ni ratifié la Charte universelle des droits de l'homme ni celle de la protection des droits de l'homme. Affaire Rolly Mercia. Les proches montent au créneau. La loi stipule que le placement sous mandat de dépôt doit être une exception et non pas une procédure systématique. Si l'inculpé est susceptible de s'enfuir ou une forte présomption de culpabilité pèse sur lui, la justice peut opter pour la mise sous contrôle judiciaire. Dans l'affaire Harry Laurent Radzasson, dit Rolly Mercia, la notion de sécurité juridique est fortement menacée, a souligné aujourd'hui son avocat, maître Eric Rafitson, lors d'une rencontre avec la presse. Les prévenus ne finissent pas forcément un tas de morts en attendant leur procès, à plus forte raison si les charges et les preuves sont encore infondées. On ne peut pas mettre les gens en prison juste sur une dénonciation, a martelé maître Eric Rafitson, qui a également souligné que cette insécurité juridique peut toucher tout le monde. Ce juriste a déploré le fait que, je cite, l'État accuse d'atteinte à la sûreté de l'État lorsque la personne ne va pas dans son sens ou qu'elle le dérange. Fin de citation. Sans entrer dans des détails politiques et juridiques, Clarisse Razaf, la femme de Rolly Mercia, demande la libération de Rolly Mercia pour qu'il puisse suivre ses traitements médicaux à domicile. L'ancien ministre de la Communication souffre de 3 maladies chroniques qui nécessitent un suivi médical, a-t-elle souligné. En cette période de pandémie, l'ancien ministre de la Communication est qualifié de vulnérable. Sa fille, Katia Radzasson, a indiqué pour sa part qu'aucune preuve ne vient étayer les accusations du dénommé Félicien. Elle déplore le fait que les réseaux sociaux se soient emparés de l'affaire 2 heures à peine après l'arrestation de Rolly Mercia, alors qu'aucune preuve matérielle n'a été apportée. La fille de l'ancien ministre réclame également sa libération au nom de la présomption d'innocence.